À 2h30 du matin, Ouagadougou semblait dormir, mais quelqu'un comptait les minutes. Quelques explosions, quelques rafales, puis un silence trop lourd pour être seulement de la nuit. Au centre de cette absence de bruit, une cible, Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président, visage du défi africain face aux puissances étrangères. Si ce commando avait réussi, le Burkina Faso ne serait aujourd'hui qu'une ligne de plus dans les Burkina Faso News. Puisqu'il a échoué, il révèle quelque chose de bien plus grand. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas seulement de raconter une tentative d'assassinat spectaculaire contre un chef d'État. Il s'agit de comprendre comment, en une nuit, un pays souvent jugé périphérique est devenu le centre d'un affrontement silencieux entre souveraineté africaine et réseau de puissance extérieure. En suivant pas à pas ce qui s'est produit autour d'Ibrahim Traoré, on découvre trois choses. Comment une opération quasi chirurgicale a failli décapiter l'État? Quelles empreintes étrangères les services burkinabés disent avoir trouvées? Et comment la société s'est transformée après cette nuit? Pour vous, que vous suiviez l'actualité via Burkina Faso News ou que vous soyez tombé ici en cherchant Ibrahim Traoré Burkina Faso, l'enjeu est simple. Voir ce cas non comme un épisode isolé, mais comme un manuel en temps réel de ce que signifie défendre sa souveraineté à l'ère des guerres hybrides, du brouillage numérique et des opérations déniables. Le mini révélateur, ce sont quelques chiffres et quelques objets récupérés au sol. En moins de 5 minutes d'attaque, selon les sources de sécurité citées dans le récit d'origine, les communications de tout un secteur d'Ouagadougou ont été plongées dans le noir, les réseaux mobiles coupés, les fréquences d'urgence brouillées et des fragments de drones tactiques ont été retrouvés avec des numéros de série d'origine occidentale. Ces éléments, associés à des signaux numériques tracés vers des nœuds IP extérieurs au Burkina Faso, ont conduit les analystes internes à qualifier l'événement d'agression hybride, à la fois physique, électronique et psychologique. C'est là que le nom d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement celui d'un dirigeant et devient un point de fracture géopolitique. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine a assumé un discours de rupture avec certains partenaires occidentaux, affirmant que l'Afrique n'a plus à s'incliner. Pour ses partisans, il incarne une nouvelle génération. Pour ses détracteurs, une dérive. La nuit de l'attaque, ce débat théorique s'est transformé en opération concrète. Dans ce contexte, parler d'Ibrahim Traoré interview ou chercher Ibrahim Traoré Burkina Faso sur Internet ne suffit plus. Il faut replacer le Burkina Faso dans le Sahel, région stratégique où se croisent insurrection, ressources minières, or, uranium et rivalité entre blocs. Ce pays enclavé, souvent réduit à quelques brèves dans les Burkina Faso News, devient alors une pièce décisive d'un échiquier plus vaste, où la guerre ne se déclare plus officiellement, mais passe par des coupures de réseau, des SUV banalisés, des ONG écrans et des campagnes de désinformation. Pour entrer dans cette histoire, imaginons deux guides, un garde du régiment de sécurité présidentielle et un vendeur de rue de Ouagadougou. Le premier est, est posté près des murs du complexe quand les véhicules banalisés approchent, phares éteints, antennes spécialisées sur le toit. Il voit l'éclair de la première explosion, entend les ordres brefs et comprend vite que ce qui arrive n'a rien d'une mutinerie improvisée. Plus tard, il dira que la coordination des assaillants n'était pas du Burkina Faso. Le second, le vendeur, ne voit rien de la scène initiale. Il se réveille plus tard, dans une ville où Internet vacille, où les checkpoints se sont multipliés et où les rumeurs vont plus vite que les communiqués officiels. Entre ces deux regards, le même centre de gravité. Ibrahim Traoré, dont le destin personnel semble soudain se confondre avec celui de la capitale. Pour l'un, il est Théos, il est le commandant que l'on doit protéger au péril de sa vie. Pour l'autre, il devient le symbole d'une menace invisible qui traverse les murs et les écrans.
Les premières heures après l'attaque ne laissent pas encore apparaître toutes les implications géopolitiques, mais elles installent une chose durable, la sensation que la frontière entre paix et guerre s'est déplacée à l'intérieur même de la vie quotidienne. La séquence commence dans un calme trompeur. Au cœur de la nuit, la capitale est sous couvre-feu, les rues sont vides, le vent seul semble frôler les portes de métal du complexe présidentiel. Puis viennent les signaux précurseurs. Un convoi de véhicules non identifiés s'approche de la zone, contourne les regards habituels, se positionne près de la barrière ouest. L'activation est brutale et brève. Une explosion retentit, puis des coups de feu éclatent, ciblés, destinés à ouvrir un passage autant qu'à semer la peur. En quelques minutes, les réseaux tombent, mobiles, fréquences d'urgence, communications internes. Ouagadougou ne s'embrasse pas de lumière, elle s'éteint. C'est le premier niveau de la tentative d'assassinat contre Ibrahim Traoré. Paralysé avant de frapper. Isoler la cible avant de tenter de l'atteindre physiquement. Ensuite, on observe que le deuxième mouvement, le point de haute tension, se joue à l'intérieur du complexe. Les gardes présidentiels, loin de céder à la surprise, se regroupent. Une contre-offensive est lancée autour de 2h46. Les assaillants sont repoussés avant d'atteindre la cour intérieure, mais laissent derrière eux des murs criblés d'impacts, des fragments d'équipements, des traces numériques et un pays en état de choc latent. À ce moment-là, la majorité des habitants ignorent tout. Ils ne comprennent que plus tard ce qui s'est joué alors que leur quartier dormait. Enfin, on peut dire que le troisième temps, la Duchamp, c'est l'onde de choc qui se propage au-delà des balles. Dès l'aube, un communiqué officiel parle d'un incident grave neutralisé, précise que le président est sain et sauf, promet une enquête. Parallèlement, les services de renseignement ratissent la scène, saisissent radios cryptées, émetteurs satellites, restes de drones, identifient des circuits techniques typiques d'opérations menées par des acteurs extérieurs. Les premiers soupçons de formation à l'étranger, de faux papiers, d'ONG, écrans, émergent en interne, tandis que dans la rue, les hypothèses se multiplient. Commandos étrangers, complicité au palais, manipulation orchestrée. C'est à partir de ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une histoire plus large que sa propre survie. Pour ses adversaires, l'attaque pourrait être interprétée comme une conséquence de son positionnement. Pour ses partisans, elle confirme au contraire qu'il est devenu suffisamment dérangeant pour être visé ainsi. Entre ces deux lectures, la même réalité. Un État a été attaqué sans déclaration de guerre, par des moyens pensés pour laisser le moins de traces possible et pour pouvoir être nié. Pour mesurer l'ampleur de l'événement, il ne suffit pas de parler d'ambiance ou de rumeurs. Il faut regarder ce que les équipes burkinabées disent avoir mis au jour. Premier élément, le temps. En moins de 5 minutes, selon le récit, les communications d'un secteur entier ont été rendues muettes, les réseaux mobiles coupés, les fréquences d'urgence brouillées. Cette vitesse n'est pas un détail narratif, elle montre un niveau de préparation où les phases sont calibrées à la minute pour empêcher toute réaction coordonnée. Deuxième élément, le matériel. Sur place, des radios cryptées, des équipements de communication satellite et des fragments de drones tactiques sont récupérés. Les analystes techniques notent des marquages compatibles avec des standards occidentaux et des schémas d'interférence identiques à ceux observés lors d'exercices de type OTAN dans d'autres contextes. On reste dans le registre des indices plutôt que des preuves juridiquement irréfutables, mais l'assemblage dessine une cohérence difficile à ignorer. Troisième élément, les traces numériques. Les équipes médico-légales affirment avoir remonté des signaux d'interférence vers des nœuds IP étrangers, transitant par des centres de données civils en Afrique de l'Ouest. Là encore, ce n'est pas seulement un détail technique. Cela suggère que l'attaque contre Ibrahim Traoré n'a pas été pensée uniquement comme un assaut physique,
mais comme une opération intégrée où le brouillage, la coupure d'information et la confusion sont des armes à part entière. C'est cette combinaison temps, matériel, traces numériques qui amène une note interne à parler d'agression hybride. En termes simples, une guerre menée sans déclaration, sans uniforme reconnaissable, sans colonne d'armée franchissant des frontières. Une guerre où des entreprises militaires privées, des contrats opaques et des intermédiaires politiques peuvent jouer un rôle sans jamais apparaître officiellement. Quand on lit ensuite certaines Burkina Faso News ou que l'on tombe sur une Ibrahim Traoré interview, ce contexte manque souvent. On évoque la figure du président, on discute de ses choix, mais on dit peu de choses sur ce paysage d'opérations déniables où la frontière entre intérêt public et privé se brouille. Ainsi, le baseline delta est clair. Un pays classé parmi les conflits de basse intensité se retrouve soudain exposé à des méthodes réservées d'ordinaire à des théâtres où la négation de toute responsabilité est presque aussi importante que l'effet militaire lui-même. Pour comprendre réellement ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, il faut accepter d'entendre les lectures semblées contradictoires. D'un côté, certains analystes occidentaux présentent le président burkinabé comme un dirigeant qui se serait isolé, rompant avec d'anciens partenaires, durcissant son discours au nom de la souveraineté et créant ainsi un climat propice aux déstabilisations et aux divisions internes. Dans cette vision, la tentative d'assassinat serait la conséquence indirecte d'une polarisation croissante où adversaires internes et acteurs étrangers profiteraient d'un contexte déjà fragilisé. De l'autre côté, des voix africaines, mais aussi des observateurs critiques, voient dans l'attaque la preuve qu'un seuil a été franchi. Pour eux, le fait même qu'un commando aussi équipé ait tenté de frapper au cœur de Ouagadougou confirme que le Burkina Faso paye le prix d'un choix, celui de ne plus accepter certaines formes de tutelle. Il rappelle que l'histoire récente du continent est marquée par des renversements de dirigeants qui avaient osé un discours proche de celui d'Ibrahim Traoré. Entre ces deux positions, il y a un terrain commun. La sécurité burkinabé documente une opération sophistiquée, mêlant brouillage électronique, logistique extérieure et possible complicité locale. Que l'on considère cela comme le symptôme d'une dérive interne ou comme la réaction de forces hostiles à l'affirmation d'Ibrahim Traoré Burkina Faso, le fait brut reste le même. Quelqu'un a estimé que l'élimination de ce dirigeant valait le risque d'un scandale si l'opération échouait. C'est en tenant ensemble ces lectures, et non en rejetant une par réflexe, que l'on peut mesurer la portée de la nuit où le calme apparent de la capitale a basculé dans les ombres. Au milieu de cette trajectoire, un fait simple change la donne. L'attaque a échoué et Ibrahim Traoré est apparu à la télévision nationale. Pas de musique, pas de mise en scène spectaculaire, seulement le drapeau derrière lui et une voix maîtrisée affirmant que la souveraineté du Burkina Faso ne serait pas négociée. Pour des millions de Burkinabés qui avaient passé la journée à scruter des rumeurs et des images floues, cette apparition a été plus qu'un message politique, c'était une preuve de vie et de continuité. Mais en même temps, elle a transformé la tentative d'assassinat en symbole. À partir de cet instant, le président n'est plus seulement un officier qui a survécu à une nuit dangereuse. Il devient, aux yeux de ses partisans, celui qu'on a essayé de faire taire parce qu'il refusait de se plier. Cette bascule au midpoint n'efface pas la peur, elle la redirige. Si une telle opération a été possible une fois, qu'est-ce qui empêcherait qu'elle se reproduise peut-être par d'autres moyens plus lents, économiques, médiatiques ou numériques? Les conséquences se lisent à plusieurs niveaux, pour 4 groupes principaux. Pour les citoyens ordinaires, d'abord. À Ouagadougou, les marchés ouvrent plus tard. Les parents gardent les enfants à la maison. Les conversations baissent d'un ton
quand le nom du président est prononcé. La ville reste calme, mais c'est le calme qui suit le choc, pas celui d'une paix rassurante. Une phrase se répand. S'ils ont essayé une fois, ils n'arrêtent pas. Le doute devient une monnaie échangée à voix basse et la phrase d'Ibrahim Traoré sur le refus de s'incliner n'est plus une formule, mais un pari existentiel. Pour l'appareil d'État, ensuite. Les couloirs de l'administration se resserrent, les communications sont filtrées, des fonctionnaires sont mutés ou interrogés. La fidélité devient un critère central, presque une obsession. Dans le même temps, des projets importants, audits miniers, chantiers d'infrastructures, réformes de sécurité, sont ralentis ou suspendus. La tentative d'assassinat ne laisse pas seulement des impacts de balles sur les murs, elle crée des retards, des frictions, des zones de paralysie. Pour les partenaires étrangers, troisièmement, les ambassades demandent des clarifications. Certains programmes d'aide sont gelés, des effectifs sont réduits. Des capitales occidentales publient des communiqués condamnant toute déstabilisation, tout en s'inquiétant de possibles purges internes. À l'inverse, d'autres États, Russie, Mali, Niger, pays non alignés, expriment une solidarité appuyée, voyant dans l'attaque la preuve d'une subversion étrangère contre un dirigeant jugé trop indépendant. Le Burkina Faso se retrouve alors pris entre indépendance et isolement, au cœur de débats, qui dépassent largement ses frontières. Enfin, pour le Sahel et le continent, la portée est symbolique. Dans une région où plusieurs pays réévaluent leurs alliances, la résistance d'Ibrahim Traoré Burkina Faso, après cette nuit, envoie un signal. Il est possible de survivre à une opération de ce type, mais au prix d'un climat durable de tension. Pour de jeunes officiers, pour des étudiants, pour des militants qui regardent ces images, le cas burkinabé devient un repère. Chaque coupure de courant, chaque rumeur d'attaque ou d'ingérence ailleurs sera désormais lue à la lumière de cette tentative. Ainsi, ce qui aurait pu rester une note de bas de page dans les Burkina Faso News devient un précédent, un miroir tendu à d'autres nations qui se questionnent sur le coût réel de la souveraineté. À partir de cette nuit, on peut esquisser 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 mois qui suivent, sans prétendre prédire l'avenir. Dans le scénario de base, le Burkina Faso poursuit sa ligne actuelle. Renforcement de la sécurité interne, diversification des partenariats, mise en avant d'un discours de souveraineté sans rupture totale avec tous les acteurs. L'État consolide progressivement ses capacités de défense numérique et physique, l'économie souffre, mais parvient à se stabiliser grâce à de nouveaux accords régionaux, et la figure d'Ibrahim Traoré reste centrale, parfois contestée mais toujours incontournable. Dans le scénario optimiste, l'échec de la tentative d'assassinat et la mobilisation populaire permettent d'ouvrir une phase de recomposition plus constructive. Les réformes de sécurité aboutissent, les audits dans les secteurs sensibles, mines, contrats, stratégiques, sont menés avec suffisamment de transparence pour restaurer une partie de la confiance. Les alliances régionales se renforcent et les tensions avec certains partenaires extérieurs se gèrent sans basculer dans une rupture brutale. Dans ce cas, le nom du président, souvent cherché en ligne via Ibrahim Traoré Interview, devient le symbole d'un pari risqué, mais partiellement réussi sur l'autodétermination. Dans le scénario pessimiste, enfin, l'attaque marque le début d'une pression plus diffuse, sanctions économiques, campagnes médiatiques hostiles, opérations d'influence, sabotage numérique. L'isolement international s'accroît, les difficultés internes, inflation, insécurité dans certaines zones, tensions politiques s'aggravent et l'espace de manœuvre se réduit. Même sans nouvel assaut spectaculaire,
la guerre d'usure atteint la population épuisée par la succession de chocs. Entre ces trois chemins, une constante. La souveraineté ne se joue plus seulement sur la capacité à repousser un commando de nuit, mais sur l'endurance à tenir face à des pressions multiples, visibles et invisibles, qui s'étalent sur des mois plutôt que sur quelques minutes. Pourquoi tout cela devrait-il vous concerner si vous n'êtes ni burkinabé, ni africain, ni spécialiste de géopolitique? Parce que ce qui se passe autour d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso décrit un type de conflit qui dépasse largement les frontières d'un seul État. Une tentative d'assassinat menée avec des moyens hybrides, des brouillages numériques, des relais privés, pose la question de ce que vaut encore la souveraineté à l'époque où les infrastructures les plus essentielles, information, énergie, réseau, peuvent être ciblées sans qu'aucune armée n'apparaisse à l'horizon. Pour un citoyen lambda, cela signifie que l'idée de sécurité ne se limite plus à l'absence de combat visible dans sa rue. Le jour où les écrans s'éteignent, où les rumeurs contredisent les communiqués, où les alliances changent sans consultation populaire, c'est toute la confiance dans les institutions qui vacille. L'histoire racontée ici, souvent résumée en quelques lignes dans les Burkina Faso News, montre concrètement ce que cela veut dire pour une population de se réveiller en découvrant que quelqu'un, quelque part, a estimé pouvoir décider à sa place de qui doit la diriger. Que l'on vive à Ouagadougou, à Accra, à Paris ou ailleurs, cette question traverse les frontières. Qui contrôle vraiment les leviers de sécurité? Qui finance quelles opérations? Et que deviennent les sociétés quand la guerre ne ressemble plus à ce que l'on voyait dans les manuels d'histoire? Face à ce type de menace, aucune solution simple ne peut être proposée honnêtement, mais le récit laisse entrevoir plusieurs axes de réponse. D'abord, le renforcement des capacités internes, la décision des autorités burkinabées d'investir dans la défense numérique, dans la formation de leurs services de renseignement et dans des programmes de vigilance communautaire traduit la compréhension que la prochaine attaque pourrait être moins visible, plus diffuse. Ensuite, la construction d'alliances régionales fondées sur une vision partagée de l'autodétermination. Le rapprochement entre pays du Sahel qui revendiquent plus de contrôle sur leur sécurité traduit une volonté de ne plus dépendre uniquement de dispositifs extérieurs. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré est central, non comme héros unique, mais comme figure à travers laquelle ses choix se manifestent. Chaque fois que son nom apparaît dans une Ibrahim Traoré interview, la question implicite reste la même. Comment concilier défense de la souveraineté et gestion des interdépendances économiques et politiques inévitables dans le monde actuel? Enfin, au niveau de la société, l'enjeu est la transformation du traumatisme en vigilance structurée plutôt qu'en peur permanente. L'idée que la souveraineté est un champ de bataille au sens large implique que chaque acteur, État, médias, citoyen, doit apprendre à reconnaître les formes modernes d'ingérence, sans voir des complots partout, mais sans naïveté devant les zones grises où se jouent ces guerres d'ombre. Revenons un instant à l'image qui a circulé après l'attaque, celle d'Ibrahim Traoré marchant dans l'enceinte endommagée, les impacts de balles visibles derrière lui. Pour certains, ce cliché résume un culte de la personnalité naissant. Pour d'autres, il incarne un refus de se cacher après avoir été visé. Au-delà des interprétations, il faut y voir aussi le reflet d'un pays qui a compris que le danger ne venait pas seulement de ses propres fractures, mais d'un environnement international prêt à exploiter chaque faille. Le vendeur de rue, le garde de nuit, l'étudiant qui suit les Burkina Faso News sur son téléphone, tous projettent quelque chose de leur propre peur et de leur propre fierté sur cette silhouette. Le capitaine n'est pas devenu invulnérable parce qu'il a survécu. Il est devenu, pour le meilleur et pour le pire,
un écran sur lequel se reflètent les espoirs et les inquiétudes de ceux qui refusent que leur destin soit écrit ailleurs. La question n'est plus seulement de savoir si Ibrahim Traoré tiendra, mais jusqu'où le courage collectif d'un pays ira pour que son futur ne soit pas décidé dans le secret de salles de réunion lointaines. Cette histoire pourrait être rangée parmi d'autres crises lointaines, refermées dès que l'actualité apportera un nouveau titre. Mais la tentative d'assassinat contre le président burkinabé et la façon dont le pays y a répondu posent une question que chacun peut se poser. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour que les décisions qui engagent nos vies soient prises au plus près de ceux qui les vivent? Suivre un dossier comme celui-ci, chercher au-delà des communiqués, écouter ce que disent les témoins et les analyses plutôt que les seules formules de surface, c'est déjà une forme de participation. Vous n'avez pas à adopter une position identique à celle des supporters d'Ibrahim Traoré Burkina Faso, ni à accepter chaque mot de son discours, pour reconnaître que ce qui s'est passé cette nuit-là concerne la manière dont le pouvoir circule dans le monde d'aujourd'hui. La prochaine fois que des lumières s'éteindront soudain dans une capitale, la question ne sera pas seulement qui a tiré, mais qui veut décider à notre place de ce que nous avons le droit de devenir.